J'enregistre une édition spéciale sur les résultats intermédiaires des négociations entre Donald Trump et Vladimir Zelensky à Washington. En ce moment même, la partie à huis clos de la rencontre entre le président américain et le président ukrainien avec les dirigeants européens est en cours. Avant la réunion à huis clos entre Européens, Donald Trump et Vladimir Zelensky, une brève conférence de presse a eu lieu avec les Européens. Donald Trump et Vladimir Zelensky ont exprimé leur position. Concernant les garanties de sécurité pour l'Ukraine, le futur accord de paix, la question du cessez-le-feu et, en général, comment l'Occident collectif envisage actuellement la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Bilan intermédiaire. Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 18 août. Et avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. J'y publie les actualités en temps réel. Le plus souvent, c'est même plus rapide que sur cette chaîne YouTube. Je vais aller à l'essentiel. À la Maison-Blanche, vous savez, ce n'est plus de la cosmétique, mais une véritable ingénierie politique qui est en cours. C'est-à-dire qu'ils ont déjà commencé à construire l'avenir dans le cadre d'un accord de paix. Et Donald Trump a publiquement fixé 2 piliers de sa structure. La sécurité de l'Ukraine et l'absence d'obligation de cesser le feu sur le front. À la question directe sur l'article 5 de l'OTAN, il a répondu par une phrase qui, à mon avis, deviendra le titre du jour. Il a dit ceci: « Nous leur offrirons une très bonne protection, une très bonne sécurité. » C'est une partie de l'accord, et j'ai immédiatement ajouté qu'il n'y aurait pas de pause instantanée dans les combats. Citation: « Je ne pense pas qu'un cessez-le-feu soit nécessaire pour des négociations. Un accord de paix peut être préparé pendant qu'ils se battent. Stratégiquement, cela peut ne pas être avantageux pour l'une des parties. » Les signaux, comme vous le comprenez, sont ambigus, mais l'intention annoncée est la même: lancer une piste de négociation directement au-dessus des hostilités en cours. En ce qui concerne l'envoi de troupes américaines, Donald Trump a promis d'annoncer sa décision plus tard dans la journée. Mais il a affirmé que les États-Unis resteront impliqués dans les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Et il a admis que oui, des troupes américaines pourraient être impliquées dans la mise en œuvre de ces garanties. Et le deuxième pilier que Donald Trump a évoqué, c'est la répartition de la charge concernant ces mêmes garanties de sécurité. Sa formule est simple. Et en parallèle, il met en avant la ligne la plus sensible de l'accord possible en disant que des échanges de territoires sont sur la table. Il ajoute aussitôt une note optimiste. Citation: « Je pense qu'il n'y aura pas d'agression. C'est largement surestimé. » Autrement dit, il ne croit pas que la Russie attaquera à nouveau l'Ukraine ou d'autres États à l'avenir, ce qui me semble, vraiment exagéré. Et Trump ajoute ici une dose excessive d'optimisme. Une question se pose. S'agit-il d'une négociation, d'imposer un cadre ou de préparer une pression sur Kiev? Pas encore de réponse, mais la logique est claire. La sécurité, oui. L'article 5 automatique de l'OTAN comme garantie de sécurité pour l'Ukraine. Pas vraiment. Enfin, pas pour l'instant. En ce moment, justement, cette question est discutée à huis clos. Concernant le front, il n'y aura pas de cessez-le-feu. L'échange de prisonniers de guerre comme option dans le futur protocole. Un détail particulier de la journée d'aujourd'hui, c'est la promesse d'une ligne directe avec Moscou après la fin des rencontres. Donald Trump affirme aujourd'hui que Vladimir Poutine attend mon appel, un moment crucial. La Maison-Blanche officialise publiquement ce canal de communication direct. Cela signifie donc que le processus se déroule vraiment dans un mode de manœuvre complexe, c'est-à-dire Washington, Kiev, puis le groupe européen. Ensuite, un nouvel appel au Kremlin. Et pour nous, c'est un indicateur que la discussion sur l'architecture des garanties n'est plus une abstraction. C'est désormais une question concrète et procédurale. Ils discutent déjà concrètement du fonctionnement en pratique. J'ai d'ailleurs enregistré un épisode à part sur comment les garanties de sécurité pour l'Ukraine doivent fonctionner efficacement, même sans adhésion à l'OTAN. Alors allez sur la chaîne et regardez absolument cet épisode spécial. Qu'est-ce que Kiev répond? Le Kievien reste ferme, sans sentimentalisme. À la question de savoir quelles garanties sont nécessaires, une réponse aussi courte et directe, dit Derry-Singh. C'est-à-dire toutes les armes, la formation des forces armées ukrainiennes, l'équipement, les renseignements, et ainsi de suite. Avant d'entrer à la Maison-Blanche, une déclaration importante a été prononcée qu'il faut retenir.
Il dit que la pression doit fonctionner, et que cette pression doit être conjointe entre les États-Unis et l'Europe. Il faut arrêter les meurtres. Kiev remercie les efforts pour arrêter la guerre et souligne qu'il n'y aura pas de paix sans force. Ce n'est pas juste un échantillon diplomatique, si vous voulez. C'est une déclaration selon laquelle toute garantie doit reposer sur le renforcement réel de la puissance des forces armées ukrainiennes et non sur une simple assurance papier. Les Européens, ils raisonnent tôt de façon synchronisée, mais pas monotone. C'est un point important. Emmanuel Macron a commencé par une déclaration d'objectifs, disant que tous autour de cette table sont pour la paix, et il a immédiatement orienté la discussion vers un cessez-le-feu, ne serait-ce que pour arrêter les tueries. Il a aussi élargi la discussion. Selon lui, les garanties de sécurité pour l'Ukraine doivent en devenir une question de la sécurité de tout le continent européen. C'est une remarque très importante pour Paris. Il s'agit précisément de la protection de tout le système de l'architecture de sécurité de l'Europe, et Macron souligne que la sécurité de l'Ukraine est intégrée à la sécurité européenne. La position de l'Allemagne, vous savez, est un peu plus stricte sur la partie procédurale, Friedrich Merz, chancelier d'Allemagne, en brisant ce lien américain « paix sans cessez-le-feu », dit franchement, je cite, « Honnêtement, nous voulons tous un cessez-le-feu, au plus tard, lors de la prochaine rencontre. » Et ensuite, il dit qu'il ne peut pas imaginer une rencontre tripartite Poutine-Trump-Zelensky sans un véritable cessez-le-feu sur le front avant celle-ci. C'est une tentative d'intégrer dans la feuille de route ce régime de cessez-le-feu, même temporaire mais absolument obligatoire. En résumé, Merz affirme « Il n'y aura pas de rencontre tripartite sans cessez-le-feu réel ». Alors nous verrons les intentions de Poutine. C'était une couture évidente pour rapprocher les positions de Washington et Bruxelles, et Merz l'a déclaré publiquement devant la presse pour éviter que Trump tergiverse ensuite. Londres joue-t-il ici le rôle, vous savez, de traducteur entre l'idéalisme et le réalisme ? Keir Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni, dans son discours, énonce honnêtement la morale et les mathématiques, et dit ceci : « Nous devons bien faire les choses. Le monde doit être solide, juste et honnête. » Dans le même temps, il admet la possibilité de soutenir un accord de paix où le cessez-le-feu n'est pas une condition préalable, si l'accord lui-même met fin aux tueries et s'accompagne de garanties. C'est une sorte de jonglerie diplomatique, vous savez, mais cela s'inscrit parfaitement dans la logique du processus selon Trump. Au fur et à mesure, à condition que la sécurité de l'Ukraine ne devienne pas un simple mot vide de sens. Giorgia Meloni, première ministre italienne, évoque aujourd'hui, de façon surprenante, la technique des garanties futures et la mécanique. Elle promeut l'idée d'un cluster inspiré par l'article 5 de la charte de l'OTAN, mais en dehors de l'Ukraine, au sein de l'OTAN. C'est une sorte de clause selon laquelle les partenaires déclarent être prêts à agir en cas de nouvelle attaque, comme elle l'a affirmé. Selon Meloni, c'est un lien entre l'implication des États-Unis sous Trump et la reprise du fardeau par l'Europe. Pour Kiev, l'avantage ici est évident. On voit apparaître les contours de ces garanties de sécurité lorsque l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, mais que la sécurité est assurée collectivement et sérieusement. Une certaine, vous savez, incertitude du déclencheur entre en jeu, le déclenchement de ces garanties de sécurité et le niveau d'engagement. Et maintenant, passons au sujet le plus délicat et sensible. Ce sont les échanges territoriaux possibles. Le simple fait que cette formulation ait été exprimée en présence de Zelensky et des Européens, c'est déjà, un déplacement de position. Il convient de souligner la déclaration lucide de Zelensky, mais sur un autre point. Il affirme que l'Ukraine est prête pour une vraie trêve et une nouvelle sécurité, mais que Moscou ne cessera pas son agression d'elle-même. Une pression commune est donc nécessaire. Aucune allusion à un accord, vous savez, pour redessiner la carte n'a été faite par Zelensky. Et cela, bien sûr, il faut le répéter à chaque instant tant que, à la table de la diplomatie, cette boîte de Pandore appelée « échange de territoire » reste ouverte. Quelle image générale se dessine à l'heure actuelle ? La Maison-Blanche promeut un accord impliquant les États-Unis, une contribution européenne financière et militaire accrue, promettant une forte protection pour Kiev, mais sans officialiser l'article 5 de la charte de l'OTAN, en ce moment. Deuxièmement, l'Europe est divisée non pas sur la question de la paix ou non, mais sur la procédure. Certaines capitales européennes exigent un cessez-le-feu. Dès l'étape suivante, pour arrêter l'effusion de sang et empêcher Moscou d'augmenter les enjeux sous couvert de négociations.
Et l'autre partie dit que, bon, d'accord, nous acceptons de ne pas soutenir l'idée d'un cessez-le-feu si au final il y a vraiment un accord de paix. Troisièmement, Kiev ne renonce pas à ses principes. Il dit qu'il faut de la force, une pression conjointe sur la Russie et tout pour l'armée ukrainienne. Ce faisant, il renchérit toute expérimentation territoriale pour l'Occident. Eh bien, il y a encore un détail qu'il est facile de manquer, mais qu'on ne peut pas ignorer. Quand Trump dit qu'il attend mon appel, Poutine, il ne fait pas que donner l'emploi du temps, il montre qui va, vous savez, je ne veux pas dire, diriger dans les couloirs où l'on rédige les brouillons des négociations pour le futur accord. Mais Trump laisse clairement entendre qu'il va en quelque sorte coordonner sa position avec Poutine. Et plus l'Europe sera active, vous savez, à définir clairement le bloc des garanties comme l'argent, la défense antiaérienne, la production de munitions, etc., moins la Maison-Blanche sera tentée de remplacer la véritable protection de l'Ukraine par de belles paroles et une diplomatie téléphonique. Kiev le sait, d'où son insistance sur 3 points. C'est une pression conjointe sur l'armée, sans faveur pour l'agresseur. Et enfin, l'accord final à cette étape, je souligne, car les résultats viendront un peu plus tard, après la réunion à huis clos. L'architecture de la paix commence enfin à avoir une ossature. Cela concerne la participation des États-Unis, les garanties européennes collectives et une communication séparée avec Moscou. Avant d'installer des poutres dans cette ossature, liste des armements, textes juridiques, garanties, régime de cessez-le-feu, tout cela reste à l'état de projet. Ce sont des échafaudages instables, susceptibles de s'effondrer à tout moment. Et chaque mot public, c'est comme une sorte de protection. Des garanties territoriales, une pression conjointe, puis ensuite cesser le feu ou non, échange de territoire, et ainsi de suite. Toutes ces déclarations, vous savez, peuvent ébranler ces échafaudages. La future structure des garanties de sécurité est, en conséquence, celui qui fixera en premier toute cette structure, vous savez, qui apportera du métal, en réalité, c'est lui qui dictera l'architecture de la sécurité. C'est pourquoi, pour le moment, cela ressemble à ça. Nous verrons ce qu'il en ressortira après la partie à huis clos. Je vais donc mettre des points de suspension ici pour l'instant. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.